My father worked ahead of before me, and I worked there after. I worked with him in these last days. J'ai commencé avec mon père sur la rivière. J'ai travaillé comme guide pendant 59 ans. C'est un beau métier. J'ai vraiment aimé ça. Il y en a beaucoup qui vivent de ça ici. And we'd like to see it continue on to the years to come. Wesley Harrison est inquiet. C'est qu'il l'aime. Ça fait 83 ans qu'il la fréquente, la Cascapédia. La Cascapédia, c'est la plus longue rivière de la Gaspésie. Elle coule sur plus de 140 km depuis ses sources jaillissantes des monts Chic-Choc dans le parc de la Gaspésie, là où aucune industrie ni agglomération ne vient la polluer jusqu'à son embouchure dans la baie des Chaleurs. Mais la Cascapédia, c'est surtout une des meilleures rivières à saumon au monde. Environ 3000 grands saumons de l'Atlantique la remontent à chaque année pour venir frayer. La Cascapédia magnétise les pêcheurs sportifs du monde entier à la recherche de records, puisque c'est ici qu'on capture les plus gros saumons en Amérique, une année sur deux. This was our livelihood for all the people along the river valley here. C'est un mode de vie depuis très très longtemps par ici. Ce serait terrible de perdre ça. Année après année, la rivière Cascapédia est en effet la principale source d'activité économique pour ces deux petites communautés riveraines qui se partagent les 130 emplois créés par la pêche sportive. Keskapegak, une communauté de 500 Micmacs établie à l'embouchure, et en aval sur la rivière à quelques kilomètres de la côte, la municipalité de Cascapédia-Saint-Jules, 660 habitants de souches diverses, irlandais, écossais, loyalistes, acadiens. Le saumon est ici intimement lié à la vie quotidienne. On le retrouve partout, même au dépanneur. Le lac Huard donne naissance à l'un des deux principaux tributaires de la Cascapédia. C'est ce qu'on appelle la branche du lac. Plus de 65% de la branche du lac a été bûchée par la compagnie Cédrico depuis une dizaine d'années. Au total, c'est 250 000 mètres cubes qui ont été prélevés dans le secteur, de quoi remplir à pleine capacité 5 000 camions comme celui-ci. Ce sont nettement des coupes abusives. Certains parlent même de désastre écologique. C'est tellement laid, c'est tellement affreux, c'est tellement condamnable qu'on ne peut que souffrir individuellement et collectivement d'un système d'exploitation qui laisse une coupe à blanc qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres et digne d'être habité par les mouches qui nous assaillent en ce moment. Mais pour les humains, quel est l'avenir? Ça nous appartient, ce territoire. C'est notre héritage, c'est notre patrimoine. Qu'est-ce qu'on est en train d'en faire? La nature va tout réparer. Pierre Dansereau est l'un des pionniers de l'écologie tant au Canada qu'aux États-Unis. Professeur de géographie et de botanique à l'Université Columbia et à l'Université du Michigan dans les années 60, il a été reçu compagnon de l'Ordre du Canada en 1969. Depuis 1971, il enseigne l'écologie à l'Université du Québec à Montréal. L'écologiste de réputation mondiale connaît bien la Cascapédia, où il a déjà effectué des relevés botaniques pour le compte du frère Marie-Victorin dans les années 40. En juillet 1999, il est venu constater les impacts des coupes forestières dans la branche du lac de la rivière Cascapédia. Il n'y a aucune planification là-dedans. Il faut rejeter ce système d'exploitation de la forêt. Ce n'est pas d'hier que pêche et coupe de bois se disputent l'exploitation de la vallée de la Cascapédia. Si la néfaste pratique du flottage du bois a été abandonnée depuis des décennies, la rivière en porte encore les cicatrices aujourd'hui. Du haut de ses 83 ans, Wesley Harrison a été témoin des différents types d'exploitation forestière. Et selon lui, cette fois-ci encore, les compagnies vont trop loin. Aujourd'hui, ils coupent trop près des cours d'eau. Avant, ils coupaient dans les vallées, sur les plateaux, mais jamais si près de la rivière.
Au printemps, il n'y en a plus d'ombre pour protéger la neige. Elles font trop vite et c'est pourquoi l'eau est si basse en juillet et août. Wesley a raison. Lorsqu'on coupe la forêt, on perd l'ombre précieuse des grands arbres. On perd la mousse au sol qui forme une éponge naturelle et on perd ainsi l'effet de rétention de l'eau par la forêt. Les chercheurs ont constaté 3 conséquences principales lors du déboisement des bassins versants. Des brusques variations de niveau des eaux, une élévation de la température des eaux et un accroissement des phénomènes d'érosion qui conduisent à la sédimentation des cours d'eau. C'est au moment des grandes pluies que le sol, facilement friable de la région, a au fait de se transformer en boue. La pluie persistante dilue ces boues qui forment alors des sédiments. Ceux-ci, entraînés par l'eau, finissent par se retrouver dans la rivière où, après les crues, ils se déposeront au fond. C'est ce qu'on appelle la sédimentation. Nous sommes dans la haute Cascapédia, c'est-à-dire aux sources de la Cascapédia. Modifier le régime de l'eau aux sources, c'est plus grave que à l'embouchure. À l'embouchure de la Cascapédia, sur la baie des Chaleurs, on retrouve la communauté Micmac de Guescapéguiac. Traditionnellement, les Micmacs étaient des semi-sédentaires qui, d'une année à l'autre, occupaient toujours les mêmes quartiers d'été à l'embouchure des rivières. Le saumon et les autres ressources marines ont toujours constitué la diète principale de ces Indiens de la mer. Au fil des ans, les Micmacs de Guescapéguiac ont diminué leurs efforts de pêche et de subsistance au filet pour s'investir dans la pêche sportive, tant au niveau de la société Cascapédia qu'au niveau privé, par leur propre camp de pêche. Le saumon revêt la dimension d'un emblème de leur culture et la rivière Cascapédia constitue une véritable source d'identification, même chez la jeune génération de Guescapéguiac. Cascapédia, c'est une déformation du mot Guescapéguiac. La signification de Guescapéguiac, ce qui est le vrai nom de cette rivière-là, c'est l'élargissement de la rivière, ou si on veut, l'estuaire. Okay? Mais c'est le nom qui a été donné pendant des milliers d'années à cette rivière-là. Donc, on est installé ici, à Guescapéguiac, sur la rivière Guescapéguiac. John Martin est le chef du conseil de bande de Guescapéguiac. Malgré son jeune âge, il est à même de constater les impacts de la déforestation. Ça fait quand même 25-30 ans qu'on en parle des conséquences. Je peux t'en parler, mais c'est très facile à voir, je vais te montrer. Tu vois? Regarde ça. All right. Moi, quand je me baignais ici, quand j'étais jeune, puis ça fait quand même peut-être 30 ans, c'était du gravier, c'était du beau gravier. Jusqu'au 3e pier, là-bas. T'es arrivé à le 3e, l'eau était par-dessus ta tête. Okay? Puis on parle de la marée basse, là. Okay? Donc, il y a plusieurs pieds de vase là, qui s'est ramassé ici pendant ces années-là. Et aujourd'hui, on en parle. Le monde se plaint de ça. Je suis bien content qu'ils se plaignent. Parce que nous autres, ça fait un quart de siècle et plus qu'on se plaint de ça, de ces choses-là qui ont été mises là-bas. Et maintenant, on a du sable dans le milieu de la rivière qui monte peut-être un demi-mille. Dans un processus naturel, ça se fait pas dans 100 ans. C'est quelque chose qui a pris peut-être 1000, 2000 ans. Mais le style de coupe au bord des rivières, ça a eu des très gros impacts. Et c'est un désastre. C'est un crime envers la nature, ça. En Nouvelle-Zélande, toutes les planifications sont basées sur des bassins versants. On n'étudie pas parcelle par parcelle, on prend le bassin versant dans son entier comme objet d'étude, parce que ce qui se fait en amont, ce qui se fait en aval a des conséquences réciproques. C'est pourtant bien certes, c'est la géomorphologie la plus élémentaire, c'est connu de tout le monde. François Caron est biologiste responsable de la recherche sur les poissons migrateurs à Faune Québec. En septembre 1999, il participait à une mission d'observation sur l'état de la rivière Cascapédia.
On remarque que le sol ici de la région est très fragile, très sensible à l'érosion. Alors, probablement que dans ces conditions-là, c'est des dangers beaucoup plus grands d'érosion des sols puis d'entraînement de sédiments vers la rivière. Alors, je crois que c'est justifié dans des cas comme ça de prendre des précautions particulières pour éviter l'entraînement de sédiments dans la rivière. Rick Kunjak est professeur à l'Université du Nouveau-Brunswick. Il dirige un ambitieux projet de recherche de 15 ans sur les impacts des coupes forestières sur un des affluents de la rivière Miramichi. Salmon typically like to spawn in a main river section in the shallows. Généralement, le saumon aime pondre ses œufs dans le gravier sur les hauts fonds du lit principal de la rivière, et souvent à la sortie des fosses. Ainsi, l'eau qui vient des profondeurs de la fosse va s'infiltrer dans le gravier et va apporter l'oxygène et les autres éléments nécessaires pour la survie des œufs. Au premier coup d'œil, le fond de la rivière ici apparaît très propre. Mais aussitôt que vous mettez le pied dans le fond, vous pouvez voir tous les sédiments qui sont accumulés. C'est cette sorte de sédiment qui ultimement va s'accumuler sur les œufs et qui peut causer leur mort ou de moins réduire de beaucoup leur survie. C'est ça qui est inquiétant. Avec toute cette quantité de sédiments qu'on peut voir à travers le gravier. Within this sort of fast-flowing section of gravel. C'est normal qu'il y ait de la sédimentation dans une rivière, mais normalement, la rivière peut dégager ces sédiments-là. Quand il y a un apport supplémentaire important, ça risque de causer des problèmes, surtout au niveau des frayères et au niveau des sites d'élevage des jeunes. Alors, c'est ça en particulier qu'il faut faire attention avec les sédiments. Barry O'Neill de Saint-Jules et Louis-Jérôme de Guescapéguiac travaillent tous deux pour la société Cascapédia Incorporée, qui gère la pêche sportive au saumon sur la partie publique de la rivière. C'est un modèle original québécois que cet organisme de gestion mixte qui regroupe les riverains d'une même rivière, quelle que soit leur origine ethnique. Fondée en 1982, la société emploie 35 travailleurs et génère plus de $1,5 million de retombées économiques directes par année. Afin d'en assurer la pérennité, la société rationalise au maximum l'exploitation de la ressource saumon. Ainsi, en septembre, les pêcheurs doivent obligatoirement remettre leur prise à l'eau. C'est ce qu'on appelle la graciation. Ils peuvent également remettre leur saumon à la société qui se sert de ses géniteurs pour ensemencer les secteurs non colonisés de la rivière avant de les retourner à la rivière. Mais les coupes forestières abusives viennent maintenant perturber ce fragile équilibre entre l'exploitation et la préservation de la ressource saumon. Marc Gauthier est le directeur de la société Cascapédia. Au niveau esthétique, au niveau pratique, ces crues-là font en sorte que durant 2 ou 3 jours, la pêche est pratiquement arrêtée. Le temps que ces sédiments-là descendent ou se déposent. Au niveau esthétique, bien sûr que nos pêcheurs nous rapportent qu'ils ne trouvent pas ça très beau, les coupes à blanc sur de grandes superficies autour de la rivière. C'est pas très apprécié par notre clientèle qui vient, soit dit en passant, de presque partout dans le monde. Well, actually, I have fished 5 continents. J'ai pêché sur les 5 continents. J'ai pu faire ça parce que Pan Am va partout autour du monde. Encore aujourd'hui, je vais un peu partout pour pêcher. Stuart C. Apt est plus qu'un amateur de pêche. C'est un professionnel. Cet Américain a quitté son poste de pilote d'avion chez Pan American pour devenir guide de pêche. Ses succès l'ont fait côtoyer les plus grands et depuis, il est devenu consultant, commentateur, puis producteur de films sur la pêche sportive. En août dernier, entre l'espadon du Panama et la truite arc-en-ciel géante de l'Alaska, il s'est arrêté pour le saumon de l'Atlantique. I really like coming up here on the Gaspé. The people up here are great. I enjoy that, but most of all, j'aime beaucoup venir en Gaspésie. Les gens sont si accueillants. Mais ce sont les rivières et le saumon qui m'amènent ici avec mes amis. Je ne voudrais pas qu'il arrive quoi que ce soit à ces rivières. Hier, j'ai vu les secteurs de coupe à blanc dans le haut de la rivière.
Ça me rappelle de ce que j'ai vu au Montana. En fait, j'ai vendu ma maison au Montana parce que les coupes blancs ont ruiné la rivière Galantine. C'est près de chez moi et dans le parc national Galantine. Il ne faut pas que ça arrive ici à cette merveilleuse rivière. C'est une rivière historique. S'il vous plaît, faites un effort pour la conserver. Let's keep it good, please. À titre de gestionnaire délégué par le gouvernement du Québec sur la rivière Cascapédia, on est en charge de la conservation de la ressource saumon sur cette belle rivière. Donc, suite à des plaintes de nos clients, de nos employés, qui nous rappelaient les impacts des coupes forestières, c'est-à-dire des niveaux d'eau plus élevés, une rivière plus sale que jamais, des sédiments qui voyagent en grande quantité, on a été forcés de bouger dans ce dossier-là. Devant l'ampleur du problème, la société et les deux communautés riveraines ont alors formé la Coalition pour la gestion intégrée du bassin de la Cascapédia. Au printemps 99, plusieurs citoyens et organismes du milieu se sont joints à la coalition et ont manifesté leur désaccord face à ce système d'exploitation forestière devant les bureaux de la direction régionale du ministère des Ressources naturelles à Caplan. La coalition demandait un moratoire d'1 an sur les travaux forestiers dans le bassin versant de la Cascapédia. Devant l'onde de choc provoquée par le film « L'erreur boréale », le ministre des Ressources naturelles, Jacques Brassard, n'a pas tergiversé. Il a immédiatement nommé un conciliateur qui, 10 jours plus tard, remettait les conclusions de son enquête. En résumé, le rapport reconnaît qu'il y a eu des torts causés à l'environnement par les travaux forestiers effectués à la branche du lac et demande la formation d'un comité de suivi pour s'assurer de la réparation de ces dommages. Le comité de suivi est composé de 3 représentants, un de la coalition, un du ministère des Ressources naturelles et un de la compagnie Cédrico. Il a été investi du pouvoir d'arrêter les travaux si ceux-ci ne respectent pas l'environnement. Devant cette reconnaissance des faits et devant les évidences du terrain, les choses se disent carrément et les actions de réparation sont entreprises rapidement. Est-ce que, d'après vous autres, là, les gens de chez Cédrico, on peut laisser ça de même? Avec le volet, on va travailler ici. C'est quand même la compagnie qui a fait les travaux ici puis qui en a bénéficié. C'est sûr que les normes n'étaient pas adéquates, là, mais à un moment donné, là, ça fait partie du décor aussi. En tout cas, prenez ça en compte. Là. Sur le terrain, on avait identifié que le problème le plus criant était celui de la sédimentation et que la voirie forestière en était la principale source. De l'eau limpide entre sous les ponceaux et en ressort teinté des apports de sédiments. Il a fallu travailler cas par cas. C'est à tous les fois qu'on a une traverse de cours d'eau, qu'on a un problème. Il faut les analyser. Elles sont toutes faites de façon différente. Il n'y a pas un cours d'eau il n'y a pas une place que ça arrive de la même façon. Bob Torreson est technicien forestier. C'est lui qui représente le ministère des Ressources naturelles au comité de suivi des opérations forestières. Sa tâche est immense. Il doit intervenir sur plus d'une centaine de kilomètres de routes forestières. La direction de l'environnement du ministère des Ressources naturelles a identifié 43 sites d'intervention. Mais sur le terrain, le comité de suivi a dû effectuer des travaux sur 60 sites. On refait des ponceaux et on en construit de nouveaux. Pour contrer l'érosion, il a fallu imaginer des solutions originales. Ici, on sème un mélange de graines pour stabiliser le sol. Tous ces travaux sont rendus possibles grâce à un budget de plus de 100 000 $ tiré des droits de coupe que l'entrepreneur forestier doit payer au ministère des Ressources naturelles. Ces travaux ont permis de développer une expertise qui pourrait bien être exportée dans les autres régions du Québec. Nous, en région, on a développé une espèce de guide de saine pratique. On s'est penché sur la question et on a essayé de trouver des solutions. C'est quasiment comme une forme d'étude, parce que c'est sûr qu'à l'heure actuelle, on fait plus que ce que c'est que la réglementation demande. On veut vraiment obtenir un objectif de 0 sédimentation dans le cours d'eau. L'écosystème de la Cascapédia constitue un milieu de vie riche, d'une grande variété de plantes, de poissons et d'animaux. Ces panoramas grandioses sont propices à la randonnée, au canotage, à la cueillette de petits fruits et bien sûr à la chasse et à la pêche. Qu'on y vienne pour le chevreuil ou l'orignal, le saumon ou la truite,
Ce que l'on recherche avant tout, c'est un contact privilégié avec la nature. C'est une passion. C'est une passion que je vis depuis 25 ans. Comme tu peux constater, je guide tout l'été, puis lorsque j'ai une couple de jours de congé, ben je m'en viens à la pêche. Marc Leblanc est président de l'association sportive Chasse et Pêche Baie des Chaleurs. Ses 1500 membres sont tous des amants de la nature qui désirent préserver la richesse de leur milieu. Et c'est pourquoi ils sont membres de la coalition pour la gestion intégrée du bassin de la Cascapédia. On s'aperçoit que les coupes abusives qu'on a dans le territoire ici ont des effets néfastes, surtout sur les rivières à saumon. Dans le cas de la Grande Cascapédia ici, c'est majeur présentement. Ce qui s'est fait dans une branche, la branche du lac, on ne voudrait pas que ça se reproduise dans l'autre branche, qui est la branche saumon, ou encore que ça se reproduise sur d'autres rivières, parce que la coupe forestière, il y en a à la tête de toutes les rivières de la Gaspésie ici. C'est certain qu'on ne peut pas arrêter les coupes forestières parce que ça fait vivre beaucoup de monde. Mais par contre, on sait qu'une forêt, ça prend peut-être 50-60 ans à repousser. Par contre, le saumon ici, c'est une industrie très importante qui génère des millions de dollars, qui est très important pour l'économie gaspésienne. Puis ça, c'est renouvelable à tous les ans. La compagnie Cédrico n'a pas voulu nous accorder d'entrevue. Par contre, sur le terrain, on a pu constater les efforts qu'elle déploie pour réparer les dommages à l'environnement survenus lors de ses travaux à la branche du lac. Quant aux travaux que la compagnie entend effectuer à la branche au saumon, ils font l'objet d'une stricte surveillance de la part du comité de suivi. Déjà, Cédrico a dû refaire 3 fois son plan d'exploitation, éliminer des kilomètres de route de façon à minimiser les rencontres avec les cours d'eau et ainsi éviter un apport de sédiments supplémentaires. Ce sont là des gestes de bonne volonté dictés par le rapport du conciliateur nommé suite aux pressions populaires. Mais rien dans la loi, ni dans les normes du ministère des Ressources naturelles, ne garantit qu'il en sera toujours ainsi. Dans sa revision de la loi sur les forêts, le gouvernement du Québec tiendra-t-il compte cette fois-ci de la problématique des coupes dans les bassins versants et des conséquences sur la faune aquatique? Les erreurs qu'on a faites avec la morue, on les fait dans la forêt. Tout ça se résout à une absence de vision, à un support, à un appui bien insuffisant pour la recherche scientifique. Tous les scientifiques disent il faut faire plus de recherche. Oui, mais il faut commencer par utiliser les connaissances qu'on a. Puis on en a beaucoup de connaissances. On en a assez pour interdire une exploitation comme celle-ci. Selon certaines études faites sur la côte ouest, aussitôt que vous coupez 20 du bassin versant d'une rivière, vous commencez à constater des effets négatifs sur les populations de poissons. La coalition demande que les futures coupes ne totalisent jamais plus de 30 du bassin versant. La compagnie Cédrico et le ministère des Ressources naturelles ont accepté cette exigence pour une seule année. Que se passera-t-il par la suite, quand l'effet erreur boréale cessera de se faire sentir? D'autres questions restent aussi sans réponse. Quel sera l'effet d'une légère hausse de température des eaux de la rivière? Quels seront les impacts des brusques variations de niveau entraînées par le déboisement? Jusqu'où déboiser le bassin versant d'une rivière avant d'en constater les effets sur les populations de saumon? Tout ceci est un potentiel tellement merveilleux, tellement riche et tellement spécial à la Gaspésie que vraiment on ne peut tolérer aucune infraction majeure comme des coupes à blanc généralisées ou des changements de niveau, des barrages. Il ne faut pas accepter ça. Il faut avoir une vision à long terme pour que les générations qui nous suivront puissent bénéficier des grands avantages dont nous disposons nous-mêmes aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation à laquelle ni le gouvernement, ni l'industrie, ni chacun de nous, comme individus dans une société démocratique, nous pouvons nous soustraire. Il faut regarder ça en face, l'admirer, en jouir, mais le protéger.